Je m'appelle Ethan Caldwell, un architecte commercial de 44 ans basé à Savannah, en Géorgie. Depuis 15 ans, je conçois des bâtiments, hôtels, bibliothèques, centres communautaires, qui sont des monuments de précision et de sens. Par une froide soirée de mardi à 23h47, j'étais assis dans mon bureau à domicile, fixant un courriel de ma femme depuis 12 ans, Lorraine. L'objet était brutal. J'ai transféré ton héritage sur mon compte. C'est mieux ainsi. Lorraine était censée être en retraite de bien-être au Nouveau-Mexique, en quête de clarté sous le ciel du désert. Au lieu de cela, elle essayait de me voler 620 000 $. En pièces jointes, une photo légèrement floue. Lorraine sur un balcon, le soleil couchant derrière elle, projetant une lueur chaleureuse sur elle, et un homme à la barbe soignée. Il tenait des verres de vin, son sourire plus éclatant que tout ce que j'avais vu depuis des années. Ce que Lorraine ignorait, c'est que j'avais anticipé ce coup depuis des mois. J'ai fermé mon ordinateur portable, me suis dirigé vers la cuisine et me suis servi un verre d'eau. Mon regard s'est posé sur le jardin que nous avions redessiné il y a 3 étés. Une fontaine en pierre, des haies de buis, une pergola sur laquelle nous avions débattu pendant des semaines. Cet argent n'était pas qu'un chiffre, c'était l'héritage de ma tante Evelyne, qui m'a élevé après la mort de mes parents dans un accident de voiture quand j'avais 14 ans. Elle avait travaillé de double quart à l'hôpital de Savannah pour financer mes études, me laissant tout avec une note manuscrite. Construit quelque chose qui dure. J'ai vérifié mon téléphone. Aucun appel manqué, aucun message demandant si j'avais vu son courriel. Juste le silence, comme si elle avait déjà coupé les ponts avec notre vie commune. J'ai tapé une réponse brève. Merci de m'avoir prévenu. Puis j'ai fermé l'ordinateur, vidé mon verre et me suis dirigé vers le lit. Demain serait une longue journée. Allongé seul dans notre lit king size, une étrange sensation de soulagement m'a envahi. La trahison aurait dû me déchirer, mais au lieu de cela, j'ai dormi profondément, sachant que Lorraine ne reviendrait pas. Si les histoires de trahison affrontées avec une force tranquille vous captivent, celle-ci est pour vous. J'ai rencontré Lorraine il y a 15 ans, lors d'une conférence sur l'architecture verte à Charlotte. Elle lançait sa marque de bien-être, soins bio pour la peau, retraite de pleine conscience, et cherchait un architecte pour son premier studio physique. J'avais 29 ans, avide de projets qui avaient du sens au-delà des tours de bureaux et des parkings. Son énergie était magnétique. Mes dessins étaient sa toile. Nous nous sommes mariés dans les 3 ans, nous installant à Savannah, où ma firme, Caldwell Design, avait son siège. Nous avons acheté une maison victorienne dans le quartier historique, avec un porche enveloppant dont elle était si fière. Pas d'enfant, son choix. Ma marque est mon bébé, disait-elle, les yeux brillants d'ambition. Je comprenais. Mes bâtiments étaient mes enfants, chacun une partie de moi. Pendant 8 ans, nous formions un couple puissant. Je concevais des structures primées. Elle bâtissait un empire du bien-être, ses retraites réservées des mois à l'avance. Nous voyagions à Bali, organisions des soirées d'huîtres pour nos amis et semblions parfaits sur les réseaux sociaux et au gala. Notre vie était un plan bien conçu, du moins le pensais-je. Puis ma tante Evelyne a été diagnostiquée d'un cancer, pancréatique, agressif et terminal. J'ai pris un congé partiel de 6 mois pour m'occuper d'elle à Atlanta. Lorraine m'a rendu visite 2 fois. Ces séjours brefs et tendus. Les hôpitaux m'étouffent, a-t-elle dit, la voix tranchante. Je n'ai pas insisté, me concentrant sur le confort d'Evelyne dans ces derniers jours. Quand Evelyne est décédée, son héritage m'a stupéfié. Je n'avais pas réalisé qu'elle avait épargné si soigneusement, amassant 620 000 $ grâce à des investissements prudents. La réaction de Lorraine était différente. Sa surprise avait un côté calculateur. Lors d'un dîner aux chandelles, elle a proposé d'utiliser l'argent pour développer sa marque. On pourrait ouvrir des studios à Miami, peut-être à LA, a-t-elle dit en faisant tournoyer son vin. Je dois réfléchir à ce qu'Evelyne aurait voulu. Ai-je répondu, le ton neutre. Ce moment a marqué la première fissure dans notre mariage, subtile mais indéniable. Les fissures se sont approfondies. Les voyages de Lorraine pour des recherches et des réunions avec des fournisseurs se sont multipliés. Ces appels téléphoniques sont devenus brefs, souvent interrompus par des voix en arrière-plan qui se taisaient quand je demandais qui était là. Notre voisin, Karl, est passé un après-midi pendant que Lorraine était censée être en retraite d'équipe à Taos.
J'ai vu un type la déposer la semaine dernière, a-t-il dit en me tendant un pain au levain fait par sa femme. Tard, non ? Je pensais que tu étais à Boston. J'y étais, pour une conférence d'urbanisme de 3 jours. Je l'ai remercié, noté l'information et n'ai pas posé de questions. Puis vinrent les comptes verrouillés. Nos applications bancaires, autrefois partagées, exigeaient maintenant de nouveaux mots de passe. Les discussions sur les finances s'arrêtaient net quand je posais des questions précises. Un soir, j'ai surpris Lorraine au téléphone dans le jardin, sa voix basse, son rire inhabituel. Juste Claire du studio, a-t-elle dit en rentrant. Claire avait quitté son entreprise 9 mois plus tôt. J'ai hoché la tête, lui ai versé un verre de pinot et l'ai laissé changer de sujet. Mais le malaise s'est installé plus profondément. 2 semaines avant sa dernière retraite, mon conseiller financier, David Mitchell, m'a appelé. Quelqu'un a essayé d'accéder à ton compte fiduciaire avec tes informations personnelles, mais a échoué aux questions de sécurité, a-t-il dit. Quel compte ? Ai-je demandé, bien que je le savais déjà. Les fonds de l'héritage. Ils ont utilisé les 4 derniers chiffres de ton numéro de sécurité sociale. Je l'ai remercié, raccroché et suis resté assis à mon bureau, les pièces du puzzle s'assemblant. Ce soir-là, Lorraine a suggéré de simplifier nos comptes. C'est chaotique, tous ces identifiants séparés, a-t-elle dit, évitant mon regard. On devrait tout consolider. Tu as probablement raison, ai-je répondu. Je vais en parler à David. Le lendemain matin, je suis allé à Atlanta pour rencontrer l'avocate d'Evelyn, Margaret Ross, une femme perspicace qui gérait ses affaires depuis 20 ans. J'ai exposé mes préoccupations, calmement, factuellement, sans accusation. Evelyn a été intelligente de créer une fiducie irrévocable, a dit Margaret. L'argent est intouchable, peu importe ce qui arrive dans ton mariage. Toute tentative non autorisée de le déplacer est une fraude financière, avec de graves conséquences légales. J'ai hoché la tête. Mets en place un système de surveillance, lui ai-je dit. Alerte-moi de toute tentative d'accès et documente tout. De retour chez moi, Lorraine préparait ses bagages pour sa retraite. Son au revoir était superficiel. Un rapide baiser, son esprit déjà ailleurs. Je pourrais prolonger celle-ci, a-t-elle dit à la porte, vraiment m'immerger dans la pratique. J'ai aidé à charger sa valise dans sa voiture, les regarder partir et suis rentré. Je n'ai pas fouillé ses courriels ou ses messages. À la place, j'ai ouvert notre stockage cloud partagé où nous gardions les documents domestiques. Dans un dossier nommé « Rénovation du jardin », j'ai trouvé ce que je soupçonnais. Des captures d'écran de mon compte fiduciaire, des relevés bancaires, des protocoles de transfert et une photo d'un tableau blanc avec des chiffres. Mon héritage moins 20% de frais. Elle planifiait cela depuis des mois. J'ai fermé le dossier et parcouru notre maison, ses planchers en bois ciré, ses œuvres d'art soigneusement choisies. La trahison ne m'a pas choqué. Ce qui m'a surpris, c'est ma propre réponse. Pas de rage, pas de chagrin, mais de la clarté. Notre mariage était devenu une transaction, et Lorraine encaissait pour une meilleure affaire. J'ai ressenti un calme étrange, comme sortir d'une tempête dans le silence. Après le courriel de Lorraine, j'ai attendu exactement 24 heures avant d'agir. Pas d'appel frénétique, pas de texto émotionnel, juste des étapes méthodiques. J'ai transféré le courriel à David et Margaret avec une note. Veuillez documenter. Tous deux ont confirmé la réception, sans besoin d'explication. Puis, j'ai appelé Thomas Pierce, un avocat spécialisé dans les divorces que Margaret m'avait recommandé des mois plus tôt lors d'une discussion hypothétique sur les fiducies. Son assistante a fixé un rendez-vous pour l'après-midi. À midi, Lorraine a envoyé un texto. « As-tu reçu mon courriel ?» J'ai répondu « Oui ». Quelques minutes plus tard, « C'est tout ce que tu as à dire ». Je n'ai pas répondu. Je suis allé au bureau de Thomas en centre-ville, où Margaret nous a rejoints par vidéoconférence. La tentative de transfert crée une piste écrite, a expliqué Thomas, examinant les documents de Margaret. L'héritage est protégé, jamais mélangé avec les actifs matrimoniaux, verrouillé dans une fiducie irrévocable. Son courriel avouant la tentative est en or. La loi de Caroline du Sud permet des dépôts de divorce pour inconduite financière. C'est notre voie. J'ai demandé, et ensuite, dépose immédiatement, a-t-il dit. J'ai signé les documents avant de partir. À 16h30, mon téléphone a sonné, le nom de Lorraine à l'écran. Tu es puéril, a-t-elle dit, sans préambule. L'argent était transféré.
Pas besoin de rendre ça compliqué. Je suis d'accord, ai-je dit. Soyons adultes, ou ces jours ne tuent. Elle a hésité. Pourquoi ça importe? Juste curieux de savoir où est ta maison maintenant. Ai-je répondu. Ethan, concentre-toi. On doit discuter des finances. Mon avocat s'en occupe, ai-je dit. Qui est légiste à signer le tien? Kenneth Walsh, a-t-elle répondu. Il examine tout. J'ai noté le nom. Merci Lorraine, c'est utile. Elle a insisté. Pas besoin de compliquer les choses. Tu l'as déjà dit, ai-je répondu, la voix neutre. J'apprécie que tu veuilles simplifier. Elle a marqué une pause, puis a adouci son ton, interprétant mon calme comme une capitulation. C'est pour le mieux, Ethan. On s'éloigne depuis des années. C'est plus propre ainsi. Tu as raison, ai-je convenu. Plus propre, c'est mieux. Après avoir raccroché, j'ai appelé Thomas pour lui donner les coordonnées de Walsh. Puis, j'ai envoyé un texto à Lorraine. Je prends du temps pour réfléchir. On parlera quand je serai prêt. Sa réponse fut immédiate. Ne traîne pas trop. Les papiers seront prêts vendredi. 3 jours, timing parfait. À 18h, Margaret a appelé. La société fiduciaire a enregistré 3 tentatives de transfert aujourd'hui, toutes bloquées, avec des adresses IP de Santa Fe. Pas Taos comme Lorraine l'a prétendu. Nous avons aussi trouvé des tentatives antérieures depuis ton réseau domestique le mois dernier. Exportation de détails de compte, protocole de transfert, tout horodaté. Je l'ai remerciée, raccroché et traversé la maison. Elle ressemblait plus à une scène de crime qu'à un foyer. Dans la cuisine, j'ai ouvert une bouteille de scotch de 20 ans que nous avions gardée pour notre 15e anniversaire, versé 2 doigts et siroté. Lorraine pensait avoir tendu un piège. Elle ne savait pas qu'elle était tombée dans le mien. Le lendemain matin, Kenneth Walsh a appelé, son ton mesuré. « Monsieur Caldwell, je représente votre femme dans votre séparation. Elle dit que vous êtes ouvert à un règlement simple. » C'est ce qu'elle s'est dit, ai-je demandé, une pause. Elle a mentionné que vous compreniez la situation. Quelle situation précisément? Une autre pause. La division des actifs, y compris l'héritage. Vous a-t-elle montré des documents? Ai-je demandé. Des relevés d'il y a 3 mois, a-t-il dit prudemment. Et des confirmations de transfert? Elle dit qu'ils arrivent de la banque. Je vois, ai-je dit, la voix neutre. A-t-elle mentionné la structure de la fiducie, la configuration irrévocable, l'impossibilité légale de ces prétentions? Silence. Monsieur Walsh, vérifiez ces informations. Mon avocat vous enverra les documents aujourd'hui. J'ai raccroché et me suis rendu à la Coastal Trust Bank, où Lorraine et moi avions nos comptes de joint. Le directeur, Robert, avait géré le refinancement de notre prêt hypothécaire 2 ans plus tôt. Je dois examiner les activités récentes sur nos comptes joints, ai-je dit. Le visage de Robert s'est crispé en parcourant les dossiers. Des retraits significatifs ces 3 derniers mois, a-t-il dit, tournant l'écran vers moi. Des transferts vers un compte inconnu. $2 000, $3 500, puis $45 000 il y a 2 semaines. Total, $180 000. Ce compte destinataire, ai-je demandé, est-il chez Coastal? Il a vérifié. Non, c'est Desert Credit Union. Je n'en avais jamais entendu parler. Imprimez-moi l'historique des transactions des 6 derniers mois, ai-je dit. En attendant, Thomas m'a envoyé un texto. Walsh veut une réunion urgente. Son ton a changé. De retour au bureau de Thomas, l'image s'est précisée. Le compte Desert Credit Union était au nom de Lorraine, lié à un bail d'appartement à Santa Fe, ouvert il y a 8 mois. Elle construit une nouvelle vie, a observé Thomas, tout en ayant accès à la mienne, ai-je ajouté. Son assistante a interrompu. Walsh était en ligne. J'ai examiné la documentation de la fiducie, a dit Walsh, la voix tendue. Ma cliente a peut-être déformé sa capacité à accéder à ces fonds. C'est évident, a répondu Thomas. Compte tenu de cela, nous devrions discuter d'une approche révisée. Mon client a déposé une demande de divorce pour inconduite financière, a dit Thomas. Les preuves parlent d'elles-mêmes. Après l'appel, Thomas s'est tourné vers moi. Walsh la lâchera d'ici la fin de la journée. Aucun avocat ne veut de ce désastre. Et les $180 000 qu'elle a pris des comptes genres et conjoints,
ai-je demandé. On l'inclura dans le dépôt, a-t-il dit. Qu'elle explique à un juge pourquoi elle a vidé les actifs matrimoniaux et établi une résidence cachée. J'ai hoché la tête, me sentant vide. La trahison n'était pas impulsive, c'était un plan calculé, exécuté pendant qu'elle partageait mon lit, ma table, ma vie. Une dernière chose, ai-je dit. Je veux savoir qui il est, pas pour une confrontation, juste pour comprendre ce que j'ai manqué. Thomas a hoché la tête. Je vais demander à quelqu'un de vérifier. Ce soir-là, un coursier a livré une enveloppe. À l'intérieur, la lettre de retrait officielle de Walsh comme avocat de Lorraine, avec des copies pour elle et le tribunal. Et une note de Thomas, premier domino. Mon téléphone s'est allumé, Lorraine appelait. J'ai laissé l'appel basculer sur la messagerie. Elle a appelé 3 fois de plus, puis a envoyé un texto. « Qu'est-ce que tu as fait, bon sang ?» Je n'ai pas répondu. En mangeant un sandwich au comptoir de la cuisine, j'ai reçu un courriel de Margaret. Objet, mise à jour. L'enquête de la société fiduciaire a confirmé de multiples tentatives d'accès non autorisées sur 3 mois. Toutes enregistrées avec des adresses IP et des horodatage. Ils avaient transmis l'affaire à leur service juridique pour une éventuelle enquête criminelle. « Aucune action requise de votre part pour l'instant », a écrit Margaret, mais la voie de la fraude est ouverte. J'ai transféré le tout à Thomas. À 21h, Lorraine a envoyé un texto. « Il faut qu'on parle maintenant », j'ai répondu, « par ton nouvel avocat ». Sa réponse, « Tu exagères. Je n'ai rien transféré. J'étais en colère quand j'ai envoyé ce courriel. » J'ai répondu, « Les journaux d'accès disent le contraire. » Une longue pause, puis, « Quels journaux ?» Au lieu de répondre, j'ai demandé, « Qui est-ce ?» 25 minutes plus tard, ça n'a rien à voir avec lui, non ? Une autre pause, Nathan. Il n'est pas important. Nom de famille, Ellis. Juste un ami qui m'aide à traverser ça. Tu te focalises sur la mauvaise chose. Je n'ai pas répondu. Une recherche rapide a révélé Nathan Ellis, instructeur de yoga à Santa Fe, anciennement analyste financier. Il avait quitté la banque il y a 3 ans pour des connexions plus profondes, selon son LinkedIn. Le lendemain matin, j'ai rencontré Carl, le type qui a déposé Lorraine. Ai-je dit, « Tu le reconnaîtrais ?» Carl a hoché la tête. Grand, barbu, conduit une Jeep argentée. Je lui ai montré la photo du balcon. « C'est lui ?» Il a plissé les yeux. « Ouais, c'est le gars. Je l'ai vu chez toi 5 ou 6 fois pendant que tu étais en déplacement. » Je l'ai remercié et lui ai demandé s'il fournirait une déclaration. Il a accepté sans hésiter. À 11h, Thomas a appelé. Complication. Lorraine a engagé Victor Crane, un poids lourd en litige de divorce. Il demande une audience d'urgence pour contester l'accusation d'inconduite, dit que Lorraine a des preuves que vous avez convenues de tous les mouvements financiers. Quand est l'audience ? Ai-je demandé. Lundi, dans 3 jours. J'ai pensé à l'appartement de Santa Fe, au compte Desert Credit Union, à Nathan Ellis dans ma maison. Donnons à Crane de quoi réfléchir. Ai-je dit. Cet après-midi-là, Thomas a envoyé à Crane un dossier. Journaux d'accès à la fiducie, relevé bancaire, le bail de l'appartement, la déclaration notariée de Carl et les captures d'écran du dossier cloud de Lorraine, détaillant son plan pour accéder à mes comptes. À 17h, Crane a appelé Thomas pour demander une réunion urgente sur un règlement. « Il en a vu assez », m'a dit Thomas. « Propose une séparation nette. Elle garde les 180 000 $. Pas d'autres revendications. Tu gardes la maison et l'héritage. » Contre-proposition, ai-je dit. Elle rend la moitié des fonds des comptes joints, 90 000 $, et signe un accord de confidentialité. Je ne poursuivrai pas pour fraude. Thomas l'a haussé un sourcil. Tu pourrais obtenir plus. Je ne veux pas plus, ai-je dit. Je veux en finir. Lundi, Lorraine et Crane sont arrivés au tribunal, s'attendant à une bataille. À la place, Thomas attendait avec un accord de règlement. Pas de juge, pas de spectacle. J'étais dans une salle de consultation pendant que Thomas exposait les termes. Lorraine rend 90 000 $ dans les 24 heures, ne revendique rien sur l'héritage ou autres actifs, et signe un NDA l'empêchant de discuter de notre mariage ou divorce. En échange, je ne poursuivrai pas pour fraude. À travers la vitre, j'ai vu le visage de Lorraine alors que Thomas lui remettait le dossier de preuves. Photos, journaux, relevés. Son expression est passée de la défiance au choc, puis à la défaite.
Elle m'a jeté un regard, puis a détourné les yeux. Cron lui a murmuré quelque chose. Elle a hoché la tête. 10 minutes plus tard, ils sont entrés dans la salle. « Ma cliente accepte ?» a dit Cron formellement. Thomas a glissé l'accord sur la table. Lorraine a signé, sa main tremblante. J'ai signé, puis lui ai tendu une enveloppe. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé, ses premiers mots à moi. « Les mots de passe, ai-je dit. Stockage cloud, alarme de la maison. Tout ce dont tu pourrais avoir besoin pour ce que tu as laissé. » Ses yeux ont croisé les miens, cherchant de la colère ou du triomphe. N'en trouvant aucun, elle semblait perdue. « Ce n'était jamais à propos de l'argent, ai-je dit doucement. Ça aurait été plus simple. » Crane l'a guidée dehors, ses doigts serrant l'enveloppe. Elle ne s'est pas retournée. 6 mois plus tard, j'ai vendu la maison victorienne. Ces pièces vides résonnaient de souvenirs que je ne pouvais repeindre. Les nouveaux propriétaires, un jeune couple avec des jumeaux, adoraient le porche et le jardin de roses de Lorraine le long du chemin de pierre. J'ai déménagé dans un loft minimaliste en centre-ville, à quelques pas de ma firme. Moins d'objets, moins de fantômes. Avec l'aide de Margaret, j'ai canalisé l'héritage d'Evelyne dans une fondation pour des bourses d'architecture pour les enfants ayant perdu leurs parents. La première bénéficiaire, une jeune fille de 17 ans de la Caroline du Sud rurale, a écrit un essai sur la conception d'espace qui inspire dans l'espoir. Evelyne l'aurait adoré, a dit Margaret lors de la cérémonie de remise. Je pensais souvent à ma tante. Son pragmatisme, sa conviction que construire quelque chose de durable nécessitait vision et vigilance. Un après-midi, en récupérant le courrier dans le hall de mon immeuble, j'ai trouvé une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, un chèque de 90 000 $ et une note. Le reste de ce que je devais. Pas de signature, inutile. Ce soir-là, je suis allé à la rivière Savannah, où Lorraine et moi avions autrefois rêvé d'un projet commun, un centre de bien-être que je concevrais, qu'elle gérerait. Le rêve s'était évanoui bien avant notre mariage. Je me suis assis sur un banc, regardant les cargos glisser, le chèque dans ma poche. Demain, je le déposerai à la fondation, finançant une autre bourse, une autre chance de construire quelque chose de durable. Mon téléphone a vibré. David envoyant un texto. Dîner à 19h. J'amène cet architecte dont je t'ai parlé. J'ai vérifié ma montre. Assez de temps pour rentrer, me changer et affronter la soirée. J'ai répondu, me suis levé et ai fait face à la rivière. La trahison ne demande pas de vengeance. Elle demande de reconstruire. J'étais prêt à dire oui à ce qui viendrait ensuite. Si cette histoire de trahison et de rédemption vous a touché, dites-moi ce que vous pensez de la gestion d'Ethan dans les commentaires. De nouvelles histoires de résilience et de justice arrivent tous les jours. Abonnez-vous pour ne rien manquer.